Bienvenue à tous et toutes. Et merci à ceux qui font le marathon depuis le début de l'après-midi. C'est vrai que c'est une série d'invitations qui s'est placée le même jour. Donc, j'ai le plaisir, pour la troisième fois, d'introduire Sophia Anéziri, donc, qui va nous emmener une fois de plus sur la trace de ses fondateurs, de ses fondatrices et de ces acteurs, certes individuels dans leur démarche, mais, et c'est l'objet de sa conférence d'aujourd'hui, qui sont toujours ancrés dans une communauté, voire face à la communauté. Et donc, j'aime beaucoup l'idée d'histoire réciproque, de besoins et d'évergétisme. Donc, Sophia, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Vinciane. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à mi-parcours de la série de 4 conférences intitulées « Pour l'éternité ». Je vais exprimer encore une fois ma joie et ma gratitude pour l'opportunité qui m'a été offerte grâce à l'invitation de Vinciane Pirenne Delforge d'être ici et de partager mes réflexions sur un matériau que j'étudie depuis presque 15 ans. Juste 2 mots pour nous connecter à ce que nous avons dit lors de 2 séances précédentes. Nous avons examiné le cadre ainsi que les outils juridiques, administratifs et financiers des fondations grecques et nous avons constaté qu'il s'agit de transferts de biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, effectués par des individus de leur vivant ou après leur mort, au profit d'une communauté. Ces transferts pouvaient prendre la forme de donations, de dédicaces ou encore de dispositions testamentaires. L'objectif principal des fondations était d'assurer que les revenus issus de l'exploitation ou de l'investissement de leurs biens soient durablement affectés à des usages spécifiques, définis par le donateur lui-même et approuvés par les bénéficiaires. Les fondations faisaient appel aux bénéficiaires, qu'il s'agisse de communautés civiques, de sanctuaires ou d'associations. Aujourd'hui, et lors de la prochaine conférence finale, nous nous pencherons sur le dialogue continu entre l'individu, en l'occurrence le donateur, et la communauté bénéficiaire dans le cadre des fondations. Si les notions du privé et du public restent aux frontières floues et leur distinction est difficile, voire impossible, comme nous l'avons dit lors de la conférence précédente. Les notions d'individu et de communauté offrent en revanche une base plus solide sur laquelle s'appuyer. Dans le cadre des fondations, le dialogue entre l'individu, ça veut dire le donateur dans ce cas-là, et la communauté bénéficiaire repose sur un intérêt mutuel. D'une part, le donateur cherche à transmettre un héritage incarnant ses valeurs, ses aspirations ou ses ambitions personnelles, qui soient largement influencées par sa position sociale et par des dynamiques familiales spécifiques. Et d'autre part, la communauté vise à répondre à des besoins collectifs essentiels et à enrichir la vie commune en renforçant la cohésion sociale. La compréhension de ce dialogue entre l'individu et la communauté repose principalement sur les objectifs poursuivis par les fondations. Dans ce dialogue, nous allons aujourd'hui voir plutôt la côté du bénéficiaire et les avantages qu'il tire des fondations. Pour structurer notre réflexion, je vais articuler mon analyse autour de quelques questions clés. Première question.
peut-on qualifier les fondations grecques comme des manifestations de l'évergétisme? Si oui, cette qualification s'applique-t-elle uniformément à toutes les fondations? Quelles sont les distinctions spécifiques entre les fondations et d'autres formes d'évergétisme? Deuxième question. Comment peut-on définir le rôle et la fonction des fondations grecques au sein des sociétés et des économies de leur époque respective? Troisième question. Comment les fondations fonctionnent-elles par rapport aux intérêts économiques des donateurs? Pour répondre à la première question, à savoir si les fondations grecques peuvent être analysées et comprises dans le cadre de l'évergétisme, nous commençons par jeter un coup d'œil à leur objectif. Les données issues des diagrammes présentés, c'est ce diagramme et l'autre. Après ça, je vais vous montrer plus tard. Alors, les données issues des diagrammes présentés couvrent deux périodes distinctes, l'époque hellénistique et l'époque impériale romaine. Les fondations grecques jusqu'à la fin de l'époque hellénistique financent les domaines suivants: fêtes et concours, sacrifices et banquets, dédicaces, en général le culte, incluant ici les références générales qui n'identifient pas d'activités religieuses spécifiques, le gymnase et les activités sportives ou religieuses qui s'y déroulent, éducation, travaux de construction tels que la rénovation des temples ou d'espaces publics. Les fondations grecques de l'époque impériale financent les objectifs suivants: fêtes et concours, sacrifices et banquets, dédicaces, culte, y compris des pratiques en lien avec l'empereur et le culte impérial, gymnase, travaux de construction, achat de céréales, cytonia, afin de répondre aux besoins de la communauté, distribution, parfois sous forme d'argent ou de céréales. Qu'est-ce qu'on voit ici? Maintenant, la comparaison. Tout d'abord, il convient de souligner que les chiffres sont nettement plus élevés dans les graphiques correspondant à l'époque impériale. L'échelle du graphique hellénistique atteint jusqu'à 40 et celle de l'époque romaine jusqu'à 120. Nous avons déjà dit que les fondations de l'époque impériale sont 5 fois plus nombreuses que celles de l'époque hellénistique. En plus, on observe une continuité notable des objectifs entre les deux périodes, marquée par des différences relativement mineures. Toutefois, sous l'Empire romain, le changement le plus significatif réside dans l'émergence d'un grand nombre de fondations consacrées aux distributions des céréales ou de l'argent et à l'achat du blé, alimentation. Une autre observation que nous pouvons faire est que les objectifs des fondations coïncident largement avec ce que l'on sait des évergéties ponctuelles. Même l'apparition des fondations dédiées aux distributions durant la période impériale s'inscrit en harmonie avec la large diffusion des distributions en général et pas seulement de celles financées par des fondations. Mais jusqu'à quel point peut-on parler d'évergétisme? Dans de nombreuses fondations des deux périodes concernées, les donateurs financent des festivités, sacrifices, banquets, compétitions, en l'honneur ou en mémoire de eux-mêmes ou de membres de leur famille. Cela soulève la question si ces fondations doivent être incluses dans le cadre élargi de l'évergétisme et si, d'une certaine manière, elles peuvent être interprétées comme des formes d'évergétie au bénéfice de la communauté concernée. Si l'on s'en tient à une première lecture, on pourrait objecter que dans ces cas, aucun besoin véritable de la communauté n'est satisfait.
En réalité, le donateur semble créer lui-même le besoin que sa fondation vise à satisfaire. Cependant, bien que ces fondations particulières apparaissent comme autoréférencées dans leur finalité, c'est une expression que je lance moi-même, alors c'est self-related en anglais, autoréférencé, je ne sais pas si ça c'est juste. Elles ne le sont pas dans leur mise en œuvre. En effet, leur réalisation repose sur la réaction et la participation active de la communauté bénéficiaire. La cité, le DEM, le village ou l'association au sein desquelles se déroulent les cérémonies, les fêtes, les sacrifices et les banquets, tirent dans tous les cas, même dans les cas où les cérémonies impliquent l'individu ou sa famille, profitent de l'enrichissement de la vie commune de leurs membres à travers ces célébrations offertes gratuitement. Ainsi, on peut affirmer que toutes les fondations jouent un rôle essentiel au sein de la communauté, qu'il s'agisse de celles visant à répondre à des besoins concrets et immédiats, ou de celles dédiées à l'hommage et à la commémoration des fondateurs et de membres de leur famille. Je vous propose maintenant d'examiner un décret honorifique émanant de la cité d'Érythrée et datant de l'an 100 avant notre ère pour explorer le vocabulaire de l'euvergétisme dans le cadre d'une fondation. Le décret concerne Théopompos, un citoyen d'Érythrée. Théopompos établit une fondation. Le vocabulaire employé dans son décret honorifique relève de l'euvergétisme. Voilà. Deux extraits, alors ici et l'autre écran, l'écran suivant, auxquels j'ai souligné les expressions qui relèvent de l'euvergétisme. Les probouloi ont proposé, puisque Théopompos, fils d'Archédemos, a conservé les bonnes relations avec le peuple, hérité de ses ancêtres, et cherchant à accroître sa droiture envers les dieux et les hommes, ayant poursuivi avec zèle une vie de vertu et d'honneur dès son plus jeune âge, veut établir clairement son dévouement à ce qui concourt à l'intérêt commun et son désir ardent de servir la cité. Et étant donné qu'il se montre fidèle au peuple tout entier dans son service, qu'il dit et fait toujours ce qui est avantageux, individuellement à ceux des citoyens qui font appel à son aide, et qu'il se conduit de manière irréprochable, en Engleton, dans les fonctions qu'il a occupées, en faisant preuve de générosité, méralopsychienne, et que, désireux de laisser à jamais un souvenir impérissable, athanaton hypomnema, de sa noblesse d'âme, kalokarathia, et de sa bienveillance, oinoia, envers le peuple, il a fait don au peuple, sur ses propres deniers, de 40 000 drachmes pour l'achat d'huile d'onction, afin que cette somme, prêtée avec des garanties suffisantes, serve chaque année à l'achat d'huile pour le gymnase et afin que le peuple soit déchargé de cette dépense. Les passages que nous avons vus exposent des considérations et motivations. Le décret poursuit en énonçant les honneurs que la cité accorde à Théopompe. Comme c'est souvent le cas dans les décrets honorant les bienfaiteurs, nous apprenons qu'en reconnaissance de sa générosité,
et afin d'encourager d'autres citoyens à suivre son exemple, ça c'est très important, une couronne en or ainsi que 2 statues en bronze lui sont décernées. Bien entendu, ce texte n'a rien d'exceptionnel. De nombreux décrets honorant des personnes ayant contribué à des fondations reprennent des termes similaires. Ainsi, l'évergétisme s'avère être un outil d'analyse pertinent pour explorer les fondations grecques. Et cela, bien sûr, ne devrait pas nous impressionner, nous surprendre. Les fondateurs modernes sont aussi considérés comme des bienfaiteurs. Le vaste débat qui s'est tenu et continue de se tenir autour du phénomène complexe de l'évergétisme dans le monde grec ne fera cependant pas l'objet d'une analyse approfondie dans notre discussion. Nous chercherons principalement à comprendre les fondations et à faire une comparaison entre celles-ci et d'autres formes d'évergétisme. Selon Paul Veyne, dans son ouvrage classique « Le pain et le cirque », une évergétie est un fait social total. Elle a une portée politico-sociale, ses aspects économiques et fiscaux sont évidents, tout comme ses dimensions religieuses et culturelles. C'est précisément dans cette approche holistique que nous devons considérer également les fondations comme une forme spécifique d'évergétisme. D'autre part, l'étude fondamentale de Philippe Gautier, Les cités grecques et leurs bienfaiteurs, se concentre principalement sur le cadre institutionnel de l'évergétisme, distinguant clairement les manifestations de la haute et de la basse époque hellénistique. Ça veut dire jusqu'au mi-2e siècle, avant et après la basse époque hellénistique. Notre recherche actuelle montre que les fondations, en tant qu'acte d'évergétisme, évoluent également en fonction de l'environnement dans lequel elles sont établies et opèrent. Ça veut dire que la chronologie est importante aussi pour les fondations. Les recherches plus récentes de Ariane Zuiderhöcke, The Politics of Munificence in the Roman Empire, et de Marc Domingo Gygax, Benefaction and Rewards in the Ancient Greek City, ainsi que leur volume, ça veut dire Zuiderhöcke et Gygax, collaboratif, Benefactors and the Polis, analysent l'évergétisme comme un processus dynamique impliquant des interactions complexes entre les élites et les communautés, inscrites dans des contextes spatio-temporels spécifiques. Dans cette perspective interprétative, les fondations constituent un exemple paradigmatique de l'interaction entre le donateur et la communauté. Elles illustrent avec précision les mécanismes de négociation et de réciprocité qui sous-tendent ces pratiques. En plus, les fondations mettent en évidence la dimension financière essentielle et complexe de l'évergétisme. Les fondations jouent un rôle clé en offrant des ressources financières récurrentes et durables, dédiées à des objectifs spécifiques. Elles se positionnent ainsi comme un instrument financier essentiel pour les communautés, contribuant à leur budget régulier. Les revenus générés par les fondations servent principalement à financer des projets nécessitant des investissements importants et réguliers. Parmi les usages les plus courants des revenus générés par les fondations, on trouve le soutien au fonctionnement du gymnase, ainsi qu'aux activités religieuses telles que les fêtes, les concours et les banquets. Le gymnase était lieu central pour l'éducation et la vie collective de la communauté politique, de la communauté grecque.
Ils accueillaient enfants et faibles, jeunes et personnes plus âgées. Ils nécessitaient un entretien constant et intensif pour pouvoir couvrir les frais de fonctionnement qui étaient particulièrement élevés. Ces frais incluaient principalement le coût de l'huile d'onction ainsi que les bois destinés à chauffer l'eau des bains. À cela s'ajoutaient d'autres dépenses comme celles associées aux actes religieux, sacrifices, banquets, concours, qui se déroulaient dans le gymnase. À partir du IIe siècle, avant notre ère, une partie des frais de fonctionnement du gymnase était souvent prise en charge par les gymnasiarques, soit par des dons ponctuels pour une fois, soit par la création d'une fondation. Deux exemples, les deux premiers sur l'écran. À Chalkis, durant sa période de gymnasiarchie, Harry Vamos a effectué une donation en intérêt en faveur des jeunes et des hommes fréquentant le gymnase et ses bancs. À l'île de Patmos et Yemandros, ayant occupé pas moins de 7 fois la fonction de gymnasiarque, a offert 200 drachmes afin de constituer un fonds destiné, entre autres, aux besoins du gymnase. Le financement des charges par leurs titulaires ne se limite pas à la gymnasiarchie, mais s'attend également à d'autres fonctions, surtout sacerdotales. Voici quelques exemples. Ils sont les 3 autres exemples sur l'écran, les 3 exemples suivants. À Antimachia, sur l'île de Kos, nous trouvons Philippos et Nikias. Ils exerçaient la fonction de hierotamiai, c'est-à-dire des trésoriers responsables des finances liées au culte. Ils ont soutenu le sanctuaire d'une divinité non précisée par une fondation en argent réalisée de leur propre initiative. En Thessalie, à Démétrias, nous rencontrons Criton, qui offre une fondation à une association du culte de Sarapis. Criton occupait alors le rôle de prêtre au sein de ce culte. Enfin, à Ilion, en Troade, Hermias, qui est qualifié de prêtre de tous les dieux, fait une donation de 15 000 drachmes. Cette somme est destinée à financer les sacrifices et les processions organisées lors de la fête annuelle en l'honneur d'Athéna Ilias. De cette manière, à partir de l'époque hellénistique, les fonctions intégraient en quelque sorte les caractéristiques des anciennes liturgies et devenaient ainsi liturgiques. Il est évident que les libéralités liées aux offices liturgiques visaient principalement à faciliter l'exercice de ces fonctions et par conséquent ceux qui les assumaient, c'est-à-dire les fonctionnaires. Bien qu'elle rappelle d'une certaine manière la pratique romaine de la summa honoraria, à la différence de cette dernière, ces libéralités n'étaient ni codifiées en montant fixe, ni imposées par la loi. Les fonctionnaires donateurs agissaient volontairement. Dans ce cadre, les fondations, bien plus que les dons ponctuels, avaient pour objectif de financer de manière continue le fonctionnement de l'office et de fournir une solution pérenne aux besoins financiers dont les donateurs avaient pris connaissance au cours de l'exercice de leurs fonctions. Les fondations créées pour financer des activités coûteuses et récurrentes, ainsi que les offices correspondants, jouent un rôle crucial dans le soutien des communautés en allégeant leurs frais de fonctionnement. Contrairement aux dons ponctuels, elles offrent une gestion budgétaire prévisible. Maintenant, nous allons voir comment le financement des fonctions publiques
par des fondations peut être associé à l'attribution des titres à vie ou éternels aux fonctionnaires. Le mécanisme visant à associer une fondation au budget d'une fonction financièrement exigeante est illustré de façon exemplaire par la cité de Kibira en Lycie. Vers le milieu du 1er siècle de notre ère, Quintus Veranius Philagrus, qui avait obtenu la citoyenneté romaine par l'intermédiaire du gouverneur de Lycie, Quintus Veranius, après avoir exercé la charge de gymnasiarque à 12 reprises, fit don de 400 000 drachmes rhodiennes afin d'instituer une gymnasiarchie perpétuelle, éternelle. Le texte reflète clairement la tentative de la cité de garantir la pérennité de cette fondation, décrite comme gymnasiarchie éternelle. Je cite, c'est le texte que vous voyez sur l'écran, l'extrait. Si jamais la gymnasiarchie de Philagros était supprimée de quelque façon que ce soit, que le peuple soit responsable devant l'empereur et le Sénat du rétablissement de la gymnasiarchie et de ses revenus à ses frais, sous peine de condamnation des augustes et du Sénat, afin que la gymnasiarchie dure éternellement dans la cité, comme l'a établi Quintus Veranius Philagrus. Puis, nous apprenons que si quelqu'un souhaite reprendre la gymnasiarchie à ses propres frais, le peuple percevra le revenu de 400 000 drachmes qui sera utilisé pour acheter des terres destinées à la culture du blé. Les terres seront appelées terres gymnasiarchiques de Philagros. Leurs revenus ne pouvant être affectés à d'autres usages et un compte rendu en sera fait à l'empereur et au Sénat. Ce cas met en évidence 3 aspects essentiels. Premièrement, la garantie de la gymnasiarchie éternelle par l'empereur et le Sénat. Comme nous l'avons mentionné précédemment, je crois, c'était la deuxième conférence, les donations grecques de l'époque impériale subissent quelques évolutions qui concernent principalement l'intervention du pouvoir romain dans certaines affaires spécifiques. Pourtant, la structure fondamentale des fondations grecques reste inchangée. En l'occurrence, il est question de la responsabilité de l'empereur et du Sénat en cas de violation. N'oublions pas qu'ici, le donateur, Philagros, avait la citoyenneté romaine. Un deuxième point intéressant dans le cas de Philagros est le fait que la fondation n'exclut pas la possibilité que des individus puissent intervenir en tant que gymnasiarques pour prendre en charge les dépenses liées à cette fonction. Ce point illustre une dynamique comparable à celle qu'on observe dans le monde moderne, où les bénéficiaires d'une fondation laissent ouverte la possibilité de prestations complémentaires collatérales sur le même sujet, sur le même objet. Un troisième point sont les terres gymnasiarchiques de Philagros, qui témoignent d'une tentative de la cité de mettre en place une forme d'assurance. Par ailleurs, le titre même attribué aux terres vise à garantir que les revenus générés soient exclusivement affectés au gymnase. Dans un autre cas significatif, qui date du 1er siècle avant notre ère et provient de Larissa d'Éolide, Asie mineure, on trouve un fondateur anonyme qui, après avoir occupé 4 fois la fonction de gymnasiarque, s'engagea à remplir cette fonction à vie, via viu. Parallèlement, il fit don de terre pour garantir un revenu stable à cette charge. En récompense, il reçut,
après sa mort, Meta tan metastasin, le titre honorifique de gymnasiarque éternel, Diaionos. Une autre fondation offerte à Olympie à la fin du 1er siècle avant notre ère illustre aussi bien cette liaison. Le texte précise sans ambiguïté que le titre d'agonothète perpétuel, Viinekis, a été attribué au donateur en reconnaissance de sa générosité et de sa fondation. Comme il ressort des cas mentionnés de Philagros, du gymnasiarque à Larissa et de l'agonothète à Olympie, à partir de la fin de l'époque hellénistique, le financement des fonctions publiques par des fondations peut être associé à l'attribution des titres à vie ou éternels aux fonctionnaires, ce qui n'exclut bien sûr pas que dans certains cas, ces titres aient également été décernés en reconnaissance d'autres services ou contributions liées à ces fonctions. Nous voyons ici un tableau de fonctions et de fonctionnaires perpétuels, gymnasiarchie et gymnasiarque, agonothésie, agonothète, stéphanéphorie, stéphanéphore, démiurgie et démiurgis, une femme, Citonia et Citones et Aristopoliteia, Aristopolites. Ça, le dernier, seulement une fois. Et tout ça depuis la fin de l'époque hellénistique. La fin de l'époque hellénistique. Une autre considération intéressante découle du fait que, à la même période, ça veut dire depuis la basse époque hellénistique, les charges publiques étaient souvent exercées de manière récurrente par les mêmes individus ou familles issues des élites sociales. Ainsi, on peut supposer qu'une fondation couvrant les frais liés à une charge avait pour effet, au moins partiellement, de libérer ses titulaires, leurs proches ou d'autres membres de leur classe sociale des obligations financières liées à une éventuelle prise de cette charge. Comme d'autres contributions financières, les fondations sont souvent proposées dans des situations et offertes dans des situations où la communauté est confrontée à des difficultés. Dans les textes hellénistiques et romans, on trouve des formules telles que les revenus manquent à présent, ai prosodoi kata to paron en lipusin, ou on n'a pas trouvé de fonds, poros de udeis oirisketo, ou besoin urgent, katepeiusai chreiai. Tout ça pour décrire la situation désespérée d'une communauté avant une donation ou une fondation. Il convient néanmoins de faire preuve de prudence, car la mise en avant de la situation de détresse de la communauté et de l'intervention salvatrice du fondateur ou du bienfaiteur en général sont des éléments sur lesquels les textes honorifiques insistent. Après tout, l'objectif principal des décrets honorifiques est précisément de souligner le rôle du donateur en accentuant l'importance du problème auquel il répond. Le vocabulaire des décrets honorifiques et leur large diffusion nous amène à surestimer le rôle de l'euvergétisme dans les finances des communautés. En réalité, le mode usuel de gestion financière, basé sur les fonds publics et leur budget, n'est généralement pas gravé sur le marbre. Donc, nous devons être prudents. Malgré ces réserves, il est impossible d'ignorer les données disponibles
qui établit une corrélation entre certaines fondations et des situations difficiles dans les finances des communautés. Cette corrélation peut être établie non seulement par le vocabulaire employé dans les décrets honorifiques, elle peut également être établie en analysant d'autres initiatives du fondateur ou de sa famille au cours de la même période. Parmi celles-ci figurent par exemple des prêts sans intérêt ou l'achat de blé qui témoignent des difficultés économiques de la communauté. Bien que la création d'une fondation nécessite un temps considérable pour sa planification et sa mise en œuvre, d'autant plus qu'elle requiert du temps pour générer des revenus, un besoin urgent n'est pas pour autant incompatible avec les capacités de fondation, à condition qu'il ait été clairement identifié et évalué sur une longue période. La petite cité des paillets, près de Mégara, en Attique, est un exemple révélateur de la manière dont une fondation peut apporter une solution durable à un problème récurrent, là où les mesures précédentes, prises dans des conditions d'urgence, se sont révélées temporaires et insuffisantes. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, Paillet a été confronté à des difficultés dans l'organisation de la danse de la Pyrrhique. Un décret du Conseil de la Cité, rendant hommage à un certain Sotélès, nous offre un témoignage précieux sur cette crise. Lorsque nous avons organisé la danse pyrrhique lors du sacrifice de la fête de Soteria, parce que personne ne voulait en assumer les frais, il, Sotélès, s'est engagé à payer les entraîneurs, les guitaristes et les flûtistes à ses propres frais. De plus, il a financé l'huile blanche pour les garçons qui se préparaient à la Pyrrhique. Sotélès a ainsi agi, apportant une solution immédiate à une impasse critique. Cependant, malgré son intervention, les Pyrrhiques ont de nouveau été suspendus en raison des difficultés financières persistantes de la communauté. Viato stenochoreistai ta koina pragmata. Conscient de la nécessité d'une solution durable, Sotélès a alors créé une fondation. Il s'est présenté devant le conseil et a promis un don de 1200 drachmes d'Alexandre qu'il a versé immédiatement. Ce capital devait être utilisé pour financer chaque année l'organisation des Pyrrhiques grâce aux intérêts générés. Des fondations répondent également aux besoins liés à l'activité de construction. La construction et la reconstruction des bâtiments, ainsi que leur entretien, réparation ou transformation, représentent une charge constante et importante pour les cités. Après un tremblement de terre ou une guerre, ces besoins deviennent encore plus pressants. Il est souvent difficile pour la collectivité d'y faire face, particulièrement en période de crise économique. La plupart des prestations accordées pour répondre à ces besoins sont ponctuelles. Durant l'époque hellénistique, les fondations dédiées aux travaux de construction sont peu nombreuses et concernent plutôt l'entretien des bâtiments financés par le donateur. C'est par exemple le cas du portique de Léonides à Phasalos en Thessalie et du bâtiment du conseil Bouloiterion qu'Archippe avait offert à Chime en Éolide. Dans certains contextes, la réparation et l'entretien des sanctuaires s'inscrivent dans le cadre de fondations qui avaient pour objectif le financement et la pérennisation des cultes en général. Les travaux de construction financés par des fondations durant la période impériale
sont remarquablement plus nombreux et variés, tout comme ceux soutenus par des dons ponctuels. Cette tendance reflète à la fois les difficultés financières des communautés grecques et les ressources dont disposaient leurs élites. Un exemple significatif se trouve à Aphrodisias. Là, en Carie, Asie mineure, là, vers le milieu du IIe siècle de notre ère, Marcus Ulpius Carninius Claudianus, membre d'une famille prestigieuse, ayant mené une carrière exemplaire, aussi bien au niveau local que provincial, présente une liste impressionnante de bienfaits. Parmi eux, on trouve des bienfaits ponctuels ainsi qu'une fondation tout dédiée au financement des travaux de construction, de restauration et de décoration. Le pavage, l'aménagement des entrées, des éléments décoratifs dans les bâtiments, la mise en place d'encadrements de portes en marbre blanc, etc. Enfin, grâce au soutien financier de sa fondation, ont également été réalisés les sièges du théâtre, Theoreteria tu Theatru, ainsi que l'ensemble monumental de l'avenue principale du centre-ville, To Ergon Totes Plateias. Et maintenant, nous arrivons à une remarque étonnante. À l'époque hellénistique, seules 2 fondations sont attestées pour l'achat de céréales et les fortifications. Ces 2 fondations proviennent des rois de la dynastie attalide. Eumène II a offert 3,5 talents d'Alexandre, soit 21 000 drachmes, afin de financer durablement l'achat des céréales à Delphes. Attale, le premier ou le deuxième, a mis à disposition de Chios un capital estimé entre 16 400 et 23 000 drachmes pour les fortifications. Ce faible nombre est d'autant plus intriguant, d'une part parce que ces 2 types de dépenses sont essentiels à la survie des communautés politiques, et d'autre part parce que de nombreux exemples de dons, de prêts et de dotations ponctuelles attestent du financement de ces mêmes besoins. Pourquoi alors les fondations hellénistiques pour ces objectifs sont-elles si rares? On peut supposer que l'urgence fréquente des besoins en approvisionnement et en défense rendait les procédures associées aux fondations, souvent longues et complexes, peu adaptées. Cependant, il est important de souligner que les besoins en approvisionnement et en défense ne se limitent pas aux périodes de crise. Elles sont des nécessités permanentes qui demandent une gestion budgétaire continue. Les sources nous informent que d'autres dispositifs étaient utilisés pour couvrir régulièrement ces frais. Des comptes spéciaux affectés, des contributions, des comptes d'épargne, fonds de réserve, ou des comptes renouvelables, fonds de roulement. Ainsi, on en revient à la même question. Pourquoi pas des fondations? On peut même supposer que l'achat de blé et la construction de fortifications représentaient des dépenses considérables et un capital initial important était indispensable pour financer ces opérations grâce aux intérêts. Un tel capital était hors de portée pour des particuliers. Cependant, certaines donations privées atteignent, voire dépassent, les montants des fondations attalides pour l'achat de blé et les fortifications. Par exemple, Eudème a offert 45 000 drachmes à Milet et Théopompe 40 000 drachmes à Érétrie et Polythrous 34 000 drachmes à Théos pour d'autres buts, pour d'autres objectifs. Un cas rend la question encore plus aiguë. À Apamée, en Phrygie, avant le milieu du IIe siècle avant notre ère, Képhisodhoros consent
à un prêt sans intérêt pour fournir du blé aux soldats. Mais en parallèle, il établit une fondation visant à financer le rassemblement annuel de jeunes et des enfants dans le gymnase. Pourquoi Kefisodhoros a-t-il choisi de créer une fondation destinée non pas à couvrir l'achat de blé, mais à financer des festivités et des banquets? Sa cité se trouvait dans une situation économique précaire et lui-même possédait manifestement les moyens financiers et le savoir-faire suffisants pour orienter sa fondation vers des finalités, on peut dire, plus pratiques. Comme c'est souvent le cas pour les questions relatives à l'Antiquité, il est difficile, voire impossible, de fournir une réponse. Nous nous permettons néanmoins de formuler une hypothèse. Les secteurs de l'alimentation et de la défense n'étaient pas choisis, non pas par manque d'attractivité, mais parce qu'ils étaient tout simplement inéligibles. Ce serait peut-être la nature même des fondations et les procédures qui les régissaient qui rendaient difficile pour la cité indépendante d'accepter des fondations pour financer l'alimentation et la défense. Une fondation contraignait juridiquement la cité à se conformer strictement aux conditions imposées par le donateur. Ainsi, une fondation dédiée à l'achat de blé et aux fortifications ferait du fondateur, qui était un particulier et non un roi, un co-régent dans des affaires cruciales que la cité souhaitait peut-être garder sous sa compétence et ne pas partager, pas encore, avec ses élites, au moins jusqu'à la fin de l'époque hellénistique. Ce sont peut-être les caractéristiques spécifiques des fondations, la raison pour laquelle nous ne voyons pas de fondations pour l'achat de blé ou pour les fortifications à l'époque hellénistique. Les données de la période impériale semblent soutenir cette interprétation, bien qu'elle soit totalement différente. Le fait qu'aucune source ne semble attester de fondations dédiées aux fortifications n'a rien de surprenant. Nous sommes à l'époque de la Pax Romane. Durant cette période, la majorité des communautés éloignées des zones frontalières n'étaient pas directement concernées par les travaux de fortification. De plus, lorsque un besoin se faisait sentir, la responsabilité incombait principalement au pouvoir impérial central et ses représentants provinciaux qui en assuraient la gestion et la supervision. Au contraire, à la même époque, à l'époque impériale, de nombreuses fondations sont créées pour garantir l'achat du blé. Vous pouvez voir sur l'écran. Peut-être les citer entretenant une nouvelle relation avec leurs élites, caractérisée par une consolidation progressive de l'oligarchie, considérer l'établissement de fondations destinées à soutenir l'achat de blé, citoniae, comme une pratique tout à fait envisageable. Par ailleurs, nous disposons de plusieurs attestations mentionnant des fonctionnaires qui portaient le titre de citones éternels. En somme, à l'instar des autres formes de vergétisme, les fondations ne peuvent être pleinement comprises qu'en lien avec le système politique dans lequel elles s'inscrivent. Leur structure, leur fonctionnement et leur rôle sont le reflet des dynamiques institutionnelles et sociales propres à chaque époque. Mais les liens entre les fondations et la communauté bénéficiaire dépassent largement la gestion ou réalisation de leur objectif initial. Les fondations jouent un rôle actif dans la situation du marché local. Elles réinjectent de l'argent dans l'économie, soit sous forme d'intérêt, soit sous forme de loyer.
Les fonds de fondation permettent l'achat d'huile et de bois pour chauffer un gymnase, et encore de vins et d'animaux destinés aux sacrifices et aux banquets. Ils financent également les salaires des professionnels directement liés aux objectifs de la fondation, comme les enseignants dans le cadre des fondations éducatives ou encore les musiciens et acteurs dans les fondations pour soutenir des concours. On pourrait être tenté de penser qu'à ces points, les fondations ne se distinguent pas fondamentalement des actes évergétiques ponctuels. Cependant, il existe une différence clé, la répétitivité. Le produit de fondation est redistribué à intervalles réguliers. Cela permet d'assurer de façon durable l'achat des biens ou des services nécessaires à la poursuite de leur mission. Cette continuité garantit un impact plus stable et plus prévisible sur l'économie locale. L'impact économique des fondations sur la communauté bénéficiaire est en réalité beaucoup plus profond et structurant que de simples donations ponctuelles. Mais il y a quelque chose d'encore plus essentiel lorsqu'on parle de fondations, leur rôle dans le renforcement de l'activité de crédit. Les fondations constituées sous forme de capital monétaire, qui représentent la majorité des cas, comme nous avons dit la fois dernière, profitent à la fois aux prêteurs, c'est-à-dire aux gestionnaires des fondations, et aux emprunteurs. Ces derniers peuvent bénéficier d'une capitalisation suffisante et, dans certains cas, de taux d'intérêt avantageux. Cependant, en cherchant à replacer les fondations dans l'histoire du comportement économique antique, il existe le risque de projeter des concepts ou des dynamiques modernes sur l'Antiquité. Ainsi, certains chercheurs interprètent les règles de prêt comme une volonté des élites de monopoliser l'accès au crédit. Ces interprétations, bien qu'attractives et intéressantes, reflètent davantage une approche moderne et utilitariste de l'économie qu'une réalité antique. Il convient de rappeler que l'objectif principal des fondations était avant tout d'assurer un placement sûr et fructueux de leurs fonds. C'est ce critère fondamental qui détermine les paramètres financiers des fondations, tels que les taux d'intérêt et les montants maximaux ou minimaux des emprunts. Cela dit, il est impératif d'être prudent dans l'évaluation de l'impact économique des fondations. Bien entendu, cela ne signifie pas que les fondations n'apportaient aucun avantage économique pour la communauté et ses membres. Comme cela a déjà été signalé, les fondations offrent des avantages économiques aussi bien pour la communauté que pour le marché. Je vais conclure en présentant un exemple concret qui illustre parfaitement les nombreux bénéfices qu'une fondation peut offrir. À Rhodes, peu avant le milieu du IIe siècle avant notre ère, Eumène II fait un don de blé à la cité. L'argent provenant de la vente du blé serait investi dans des prêts afin que les intérêts puissent être utilisés pour financer l'éducation des enfants. Les avantages ne s'arrêtent pas ici. Ce blé aurait dû être transporté et vendu. Le transport du blé est assuré par la flotte commerciale de Rhodes et la vente par les commerçants rhodiens. Ceux-ci, chargés du transport et de la vente des céréales, réalisaient certainement un bénéfice substantiel grâce à cette opération. Par ailleurs, les commerçants, tout comme d'autres entrepreneurs rhodiens, profitaient également de l'accès au crédit. Ce blé pourrait également contribuer à couvrir certains besoins alimentaires de la population locale et profiter aux marchands locaux.
résumons ce que nous avons dit aujourd'hui. Les fondations constituent sans aucun doute des actes de vergétisme. Contrairement aux dons ponctuels, les fondations offrent une source de revenus durables et pérennes pour la communauté. Leurs revenus permettent de répondre à une variété de besoins, qu'ils soient inélastiques et urgents, ou au contraire émergents et moins pressants. Dans tous les cas, ces besoins concernent la vie collective. De plus, les fondations jouent un rôle essentiel dans la dynamisation des marchés, des entreprises et des services, notamment grâce aux revenus qu'elles génèrent. Lorsqu'une fondation dispose d'un capital financier, elle contribue également au marché monétaire en soutenant l'octroi de crédits. Dans certains cas, le fondateur peut également bénéficier de retombées financières multiples, que ce soit en tant que fonctionnaire ou en tant qu'entrepreneur. Cependant, il est essentiel de noter que ce n'est pas l'intérêt financier du fondateur qui constitue le principal facteur déterminant les conditions et les procédures de fondation. Comme nous l'aborderons lors de la prochaine dernière conférence, le véritable avantage pour le fondateur réside dans l'accomplissement même de l'objectif de la fondation, qui revêt avant tout une dimension sociale plutôt que financière. Je vous remercie pour votre attention.